Chers amis téléspectateurs de la première audience télé au Burkina BF1, bienvenue à cette émission spéciale. Émission spéciale pour parler d'un sujet tout aussi crucial. Aujourd'hui, nous parlons de cancer et du cancer du col de l'utérus. C'est le plus dangereux des cancers qui touchent donc la gente féminine. Et pour en parler aujourd'hui sur le plateau, je suis avec des invités rompus à la question. Avec moi sur le plateau, j'ai pour commencer Madame Tombiano Neyougbagé Cécile. Bonsoir. Bonsoir. Alors Madame Tombiano, vous êtes de Médecins du Monde, vous y êtes coordonnatrice plaidoyer. Oui, c'est ça. Bienvenue à vous donc. Merci. Et en face de vous, nous avons Madame Zoma Nenakulma Martine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors vous êtes psychologue et chargée de suivi évaluation à l'association Yerelon Plus. Oui. Bienvenue à vous. Merci. Et également sur le plateau, juste à ma droite, j'ai M. Belem Issoufou. Vous êtes de l'Association des femmes atteintes ou affectées par le cancer et vous êtes point focal CCU AFAC. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, il se peut donc que dans quelques instants, le professeur Charles-Maï Ouedraogo nous rejoigne sur ce plateau. En attendant, nous allons démarrer. Nous parlons donc, je l'ai dit tantôt, d'un sujet crucial. Et cette émission est une initiative, certes de BF1, mais également donc de Médecins du Monde France. C'est en collaboration que nous menons donc cette émission. Alors, on va commencer avec vous, Madame Tombiano Neyougbagé Cécile. C'est vrai que l'on va parler en long et en large de cette maladie, qui est le cancer du col de l'utérus, mais il faut commencer déjà par dire qu'est-ce que c'est. C'est quoi le cancer du col de l'utérus? Alors, merci beaucoup. Comme vous le dites, je suis Cécile Tombiano et je travaille au niveau de Médecins du Monde France qui accompagne le district sanitaire de Bascuit pour une phase pilote de projet de réduction de la morbidité, la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Et nous travaillons avec des OSC au niveau du Burkina pour la prévention et la prise en charge des lésions précancéreuses. C'est ça, il y a 6 associations et il y a 2 qui sont représentées aujourd'hui sur le plateau. Merci. C'est ça. Le cancer du col de l'utérus, avant que nos partenaires techniques, scientifiques puissent revenir sur la définition, avec l'œil de la juriste que je suis et de la coordonnatrice plaidoyer, c'est une maladie qui vraiment, dans notre pays, touche beaucoup de femmes et qui est la première cause de mortalité par cancer, parce que vous savez que ce n'est pas seulement le cancer du col de l'utérus qui est une des formes de cancer, donc, mais c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et c'est bien sûr un cancer féminin, comme on le dit, le plus fréquent et le plus mortel. Alors, c'est donc causé par un virus appelé HPV, papillomavirus, et c'est par plusieurs facteurs que la femme arrive à être infectée par ce virus-là. Alors, donc, je pense que M. Belem, qui est médical, va rentrer dans les aspects médicaux pour vous présenter en long et en large les aspects vraiment médicaux. C'est ça. Avant qu'il ne rentre dans ces aspects-là, il faut rappeler donc qu'il y a à peu près donc 25% des cas de cancer qui sont liés, en tout cas concernant la femme, qui sont liés au col de l'utérus. Et c'est très dangereux. J'ai regardé un peu les chiffres en préparant l'émission. Il semble qu'au niveau mondial, donc, il y a à peu près 500 000 contagions donc, chaque année et à peu près 250 000 décès chaque année dû donc à ce cancer, donc c'est assez crucial. Alors on va donc vous passer la parole, Monsieur Belem. Voilà, dites-nous un peu plus sur ce mal. Alors, il faut dire que déjà ce qu'on peut dire par rapport à la définition du cancer, c'est une prolifération anormale des cellules dans les différents organes de l'organisme. Ce qui veut dire qu'on peut avoir le cancer partout, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Tous les organes peuvent être atteints de cancer. Mais ce qui nous concerne, c'est le cancer du col de l'utérus qui attaque uniquement la femme, évidemment. Voilà. Et justement, nos efforts sont dans ce sens-là. D'accord. Alors, comme elle a dit, c'est dû au papillomavirus, human papillomavirus, HPV, qui est, si vous voulez, le virus, avec des génotypes bien spécifiques qui transmettent cette maladie-là. Mais évidemment, il y a toujours des facteurs favorisants autour,
Voilà, je pense que le professeur Charlemagne viendra rentrer plus en profondeur dans cette définition-là. C'est ça. En tout cas, on espère l'avoir d'ici la fin de l'émission. Quant à vous, donc, chers téléspectateurs, sachez que dans quelques instants, on ouvrira le téléphone pour que vous puissiez appeler, poser des questions, apporter des témoignages. Vos contributions également sont les bienvenues pour cette émission qui traite de ce sujet qui touche nos sœurs, qui touche nos épouses, qui touche nos mères, qui touche nos filles. Donc, c'est assez crucial. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous donner la parole. Madame Zoma, vous êtes de l'association Yérelon Plus et vous contribuez également à lutter contre cette maladie-là. Dites-nous un peu plus sur cette maladie. Alors, merci, monsieur. Et comme l'a dit Madame Tambiano et Monsieur Belem, le cancer du col de l'utérus, c'est une infection virale due au papillomavirus humain ou HPV. C'est également la première cause de mortalité chez les femmes. Il faut également dire que le cancer, c'est également une conséquence des infections sexuellement transmissibles, les infections à répétition. Voilà. D'accord. Oui. Donc, on va revenir sur les causes, bien sûr. Il y a beaucoup de facteurs qui aggravent la contagion, en tout cas qui permettent la contagion. Mais avant, il faut dire que vous menez un plaidoyer au niveau de Médecins du Monde, n'est-ce pas, Madame Tambiano? Et voilà, c'est un plaidoyer que vous avez décidé donc de lancer. Et c'est surtout adressé donc aux politiques au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, en plus du plaidoyer, permettez quand même que je vous présente les deux grands volets phares aussi d'intervention de Médecins du Monde, qui est le renforcement du système de santé par des activités de formation, de capacitation de nos partenaires sanitaires. Quand je dis capacitation, c'est dans les formations des agents de santé, l'appui en RH, en ressources humaines, et aussi l'accompagnement avec du matériel médico-sanitaire et tout ce qui suit, tout ce qui est possible pour améliorer l'offre de soins. Alors, pour ce projet de lutte contre le cancer du col, vous savez, il y a un certain nombre de dispositifs et de mécanismes qui sont recommandés par l'OMS et que Médecins du Monde travaille à, en tout cas, rendre disponible au niveau de notre site pilote qui est le district sanitaire de Bascuit avec 10 formations sanitaires autour pour que cette formation sanitaire puisse offrir aux filles et aux femmes la prévention, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. En plus de ce volet d'intervention, nous avons la mobilisation communautaire qui est notre deuxième volet d'intervention. Voilà pourquoi nous ne faisons pas nous-mêmes, par exemple, les activités de sensibilisation et de mobilisation de la communauté et nous mettons au devant des associations qui sont financées pour ces activités-là dans les villages et bien sûr au profit de toute la population. Le troisième volet d'intervention, parce que nous sommes une association activiste et de promotion de solidarité internationale et de promotion des droits humains, il faut le plaidoyer. Parce que notre devise, c'est soigner, témoigner et plaider. Voilà. Donc, et ce plaidoyer, ces trois dimensions et ces trois volets d'intervention, c'est dans tous nos projets et programmes. Alors, pour revenir au volet plaidoyer que je coordonne au niveau de Médecins du Monde, il faut savoir que concernant le cancer du col de l'utérus, avec nos partenaires, nos différents partenaires associatifs, ONG internationales et les ONG nationales, nous avons fait des constats. Plusieurs constats dont la résolution ou les solutions proviennent normalement du décideur politique. Ce n'est pas en sensibilisant que nous allons résoudre ces problèmes. Ce n'est pas en donnant du matériel aux structures de santé que nous allons résoudre. Il faut que le décideur prenne des actes. Je vais vous donner l'exemple de la vaccination. Il y a une évidence forte au niveau d'un certain nombre de pays, en Europe comme en Afrique, que la vaccination contre le HPV, donc le virus dont on parle, préalablement faite aux enfants de 9 à 13 ans, permet de prévenir ce cancer-là dans le futur auprès des femmes et des filles et des femmes. Alors, nous plaidons parce que la vaccination, ce n'est pas le grand-père du village que je vais sensibiliser qui va me donner la vaccination. C'est le ministre de la Santé qui peut, en fonction des priorités, vraiment mettre cela sur l'agenda politique et permettre à ce que le Burkina ait la vaccination. Et j'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire,
et ils nous ont déjà dévancés, alors qu'au Burkina, cette volonté politique s'est affirmée avant la Côte d'Ivoire. Donc, je profite ici pour lancer un défi au gouvernement burkinabé, parce qu'il ne faudra pas chaque fois être au-devant de l'initiation des politiques et être derrière pour l'application. Nous avons besoin de la vaccination. Si vous permettez, Mme Tombiano, oui. Ce n'est pas que le vaccin n'existe pas. Au Burkina, seulement, il coûte très cher. Voilà. Le vaccin existe, mais disons-nous la vérité, tout le monde n'a pas accès à la vaccination. Oui. Et au vaccin, il faut, les coûts sont très chers. En plus de ça, l'information même sur l'existence de cette vaccin, vous et moi, nous savons que ça est dans les pharmacies, mais il y a la population qui ne sait pas. Actuellement, le coût est de combien? Alors, je pense que en fonction 100 et quelques mille, voilà. 152 € la dose. 151 € la dose, voilà. Facilement en francs CFA. Ce n'est pas du donné. Et il faut 2 doses ou 3 doses. Hein. Oui, voilà. 3 doses. Et voilà. Il faut. Alors, donc, je vous avoue, c'est très difficile, mais nous avons foi que notre pays mettant au devant la promotion et la protection de droits en santé sexuelle et reproductive peut faire quelque chose, d'autant plus qu'il y a des mesures de gratuité des soins et dernièrement la gratuité de la planification familiale. Tout cela, ensemble, nous pourrons vraiment veiller à la santé des femmes et des filles. D'accord. Donc, il y a une solution qui existe, c'est de rendre cette vaccination gratuite ou quasi gratuite, que ça rentre donc dans le carnet vaccinal normal des enfants au Burkina. Voilà. Et cela va permettre donc de prémunir les jeunes filles de cette maladie. Merci. Donc, c'est le plaidoyer que vous menez. Le plaidoyer, c'est ça. D'accord. Voilà. Et le plaidoyer, ce n'est pas seulement la question de la vaccination et l'intégration dans le programme élargi de vaccination. Il y a aussi la gratuité du dépistage et puis du traitement des lésions précancéreuses, y compris le traitement même du cancer. Vous savez que sur ce plan, il y a des avancées parce que sur la base d'un arrêté depuis 2016 et ensuite en 2018, il y a eu encore un décret qui a vraiment officialisé la gratuité du dépistage au Burkina et la gratuité du traitement des lésions précancéreuses. Mais la réalité est tout autre, l'effectivité tout autre. Alors, nous avons fait une analyse, Médecins du Monde France et les 6 OSC, disons même plus de 6 OSC, parce que nous travaillons en un groupe de plaidoyer de plus d'une trentaine d'OSC. Et le constat est clair. Nous sommes allés au niveau des services techniques, services financiers des ministères. Le constat, c'est qu'il manque les intrants médicaux. Il manque souvent beaucoup de choses et qui amènent vraiment les services de santé à ne pas pouvoir offrir gratuitement ce service. La femme peut arriver, l'agent de santé peut avoir toute sa volonté de pouvoir offrir le service, le dépistage ou le traitement, mais les intrants manquent. Ce qu'on appelle intrants, les médicaux reviendront dessus. Oui. Donc, les nécessaires manquent. Donc, et quand ça manque comme ça, on ne peut pas dire que c'est gratuit. Alors donc, nous avons un axe de plaidoyer qui, cette fois-ci, dirigé vers le ministre des Finances, parce que le nerf de la guerre, c'est là. Alors, le plaidoyer, c'est de demander au ministre des Finances, qui a dernièrement pris un engagement dans le cadre du 25e anniversaire de la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement. Ils ont pris l'engagement qu'il y aura une allocation annuelle de budget pour la question du cancer du col de l'utérus. Nous suivons, et donc c'est un axe fort aussi de plaidoyer. Et ce n'est pas fini. Au niveau du secrétariat permanent de lutte contre le VIH-Sida, alors, les évidences montrent aussi que nous sommes en face de cibles vulnérables, que sont les personnes vivant avec le VIH. L'État a fait des efforts pour offrir des ARV, pour, en tout cas, si je veux parler simplement, allonger la vie des personnes déjà infectées par le VIH. Mais il savait que les femmes et les filles infectées par le VIH, ce n'est pas le VIH souvent qui va les traîner dans la tombe, mais le cancer du col de l'utérus. Nous pensons que c'est un gâchis. Parce que si nous avons investi pour que ces groupes vulnérables puissent avoir la santé, vivre avec le VIH en ayant des ARV, ce n'est pas le cancer qui est guérissable. Quand c'est prévenu, que nous devons laisser tuer les femmes. Alors donc, nous faisons aussi ce plaidoyer avec le SPCNLS pour que dans le cadre stratégique de lutte contre le VIH-Sida, ça soit une priorité dans leur agenda, afin que les personnes vivant avec le VIH, que ce soit de la plus petite fille à la grande dame, qu'elles puissent avoir accès au dépistage précoce et rapide du VIH. Et le 4e axe, c'est, vous savez que notre pays, comme bien d'autres pays africains, nous sommes très champions dans l'élaboration des textes, mais souvent des textes qui deviennent désuètes
souvent à quelques 2-3 ans. Sans Alors, être appliqué. nous avons, sans application, mais souvent, les textes sont désuets et on ne les révise pas. Et ce n'est pas conforme aux normes OMS et tout. Donc, nous avons fait ce plaidoyer qui est déjà un acquis. Et le plaidoyer, c'était la révision du plan stratégique de lutte contre les cancers et aussi qu'on ait des directives qui puissent orienter nos services de santé dans les techniques de prévention et de prise en charge. Je pense que le professeur Chalma est là. Il y a un certain nombre aussi d'acquis déjà, en cours même, que nous avons, des informations que nous avons eues avec la Fondation Kimi en tête. Et je pense que je me réserve de ne pas les annoncer ici. Et bien sûr, voici les 4 axes de plaidoyer. Je vous dis, il y a plusieurs priorités concernant les cancers du col. Il suffit que nos politiques et l'autorité vraiment respectent ces engagements. Et je suis sûre, comme en Australie, on ne parle plus de cancer du col de l'utérus. On me dira que c'est un pays plus évolué que le Burkina. Mais quand on me dit que le cancer du col de l'utérus est une maladie qui, très tôt dépistée, on peut même les soigner en quelques minutes, quelques instants, en une journée. Je ne sais pas pourquoi il faut attendre. Voici ce qui fonde un peu notre plaidoyer. Voilà, ça justifie en tout cas le plaidoyer parce qu'il y a des solutions. On voit donc que c'est une maladie qui fait des ravages. Pourtant, les solutions sont à portée de main. On a la chance donc d'avoir le professeur Chalma Ouedraogo qui est avec nous. Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Alors, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Vous êtes également président de l'Ordre des médecins de Burkina Faso. Tout à fait. Alors, vous prenez le sujet en cours, mais c'est un sujet bien sûr que vous maîtrisez. Alors, quel état des lieux est-ce qu'on peut dresser de cette maladie au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus? Eh bien, je vous remercie. Alors, il faut dire que le phénomène est d'ampleur considérable, étant donné qu'en pratique quotidienne, tous les gynécologues font face au cancer du col à un stade très avancé. Lorsqu'on regarde les statistiques internationales, puisque nous n'avons pas de registre national de cancer de façon générale, donc nous nous fions donc aux estimations de Globocan, qui est une institution internationale. Eh bien, tout porte à croire que l'incidence est énorme et ça pose un problème de santé publique en raison donc du nombre élevé de femmes qui sont concernées. Donc, c'est un problème au Burkina, au point que ça fait l'objet d'élaboration d'un plan cancer pour inclure les autres pathologies cancéreuses et aussi que le gouvernement ait pris donc des engagements vis-à-vis donc de la lutte contre ce fléau, en commençant déjà par rendre gratuit le dépistage du cancer du col sur toute l'étendue du territoire depuis 2016, au même titre que la gratuité pour les soins d'accouchement et pour les nouveau-nés de moins de 5 ans. Donc, c'est dire que c'est un problème qui est réel, qui a un impact économique négatif au Burkina, puisque ça touche beaucoup de femmes qui se retrouvent affectées et incapables donc de produire dans leurs activités respectives. D'accord. Donc, problème crucial, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les causes. Voilà, qu'est-ce qui peut causer cette infection au cancer du col de l'utérus? Qu'est-ce qui peut créer la transmission pour que ceux qui nous suivent sachent déjà quelles sont donc, oui, c'est vrai. Voilà, les problématiques. Et peut-être que je reste avec vous voilà, pour nous parler des causes. Qu'est-ce qui peut amener cela? Alors, il faut dire que il y a quelques années, on a découvert réellement quelle était la vraie cause du cancer du col de l'utérus. Dans 70%, il s'agit d'un virus qu'on appelle le Human Papilloma virus. Il y a plus de 120 types de ce virus et parmi ces 120 types, il y a au moins une dizaine qui peuvent générer le cancer du col de l'utérus. Et cette dizaine-là se trouve au Burkina et certains sont plus importants que d'autres. Et c'est une maladie qui se transmet par les rapports sexuels essentiellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère le cancer du col comme une maladie sexuellement transmissible, car les filles vierges ne font pratiquement jamais le cancer du col de l'utérus. Mais professeur, là c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que c'est l'homme qui transmet le cancer du col de l'utérus à la femme. Oui, absolument. C'est l'homme qui est encore ici vecteur, qui transmet, mais qui ne développe pas la maladie. Il ne fait pas le cancer de la verge dû au papillomavirus, mais lorsqu'il le dépose là et que ce virus-là retrouve l'hôte sensible, eh bien, avec certains cofacteurs,
le cancer peut se développer. Mais le développement n'est pas systématique. Lorsqu'une femme contracte ce virus-là, eh bien, il y a un conflit entre ce virus et le système immunitaire de l'organisme qui entre en jeu. Et dans bien souvent des cas, et d'ailleurs c'est une issue favorable, eh bien, l'organisme arrive à évacuer ce virus-là, à gagner le combat au bout de 6 mois. C'est ce qu'on appelle la clairance virale. Donc, au bout de 6 mois, l'organisme arrive à l'éliminer. Et la personne se retrouve immunisée naturellement, comme ça se passe souvent aussi dans l'hépatite. Alors, il y a des situations où l'organisme n'arrivera pas à vaincre le virus. Et tous les organismes qui vont héberger ce virus au-delà de 6 mois après le contagion pourront faire le lit de l'anomalie qui peut être le départ d'un processus qui va aboutir à un cancer du col au bout de 10 ans environ. Et pendant toute cette évolution latente, il n'y a pas de manifestation clinique. La personne ne souffre pas, elle vit sa vie normale, elle arrive à procréer et avoir des rapports sexuels sans difficulté, jusqu'au jour où le cancer va se déclarer et en ce moment, c'est déjà un stade avancé. C'est pour cela qu'on recommande le dépistage qui permet de retrouver des lésions qui, abandonnées là, peuvent évoluer vers un cancer et en ce moment, on peut adresser un traitement et en moins de 5 minutes, la personne guérit. C'est pour cela qu'il est important de s'investir dans la lutte contre le cancer du col parce que le processus de la maladie étant connu, on peut décider que nous allons éliminer le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso, par exemple, même étant un pays en développement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs de contagion en dehors des rapports sexuels? Eh bien, il y a d'autres facteurs, disons que ce sont des cofacteurs qui font la promotion et des facteurs aussi qui peuvent suggérer donc le cancer. Il s'agit de la cigarette. Les femmes qui fument auront plus de risques de développer un cancer du col de l'utérus avec le HPV associé qu'une autre femme qui ne fume pas. Parce que la nicotine est retrouvée dans le mucus cervical et la nicotine est un facteur de risque du cancer en général, pulmonaire et autres, et aussi au niveau donc du col de l'utérus. C'est également un des facteurs qui peut être cité. Et bien sûr, après tout cela, vous avez d'autres associations, les infections du col à répétition, les microtraumatismes, la grande multiparité, c'est le fait des femmes qui accouchent beaucoup, plus de 7 fois, et qui font solliciter leur col, qui subissent des traumatismes régulièrement. Ces situations associées à d'autres facteurs peuvent générer des lésions qui, abandonnées là, peuvent évoluer à la longue vers un cancer du col de l'utérus. Somme toute, ce sont des situations qui peuvent être contrôlées et maîtrisées grâce, d'une part, au dépistage qui permet de découvrir ces lésions et de les soigner. D'autre part, par la vaccination des jeunes filles vierges qui permet donc de les protéger contre ce virus lorsque ces jeunes filles seront en contact de la maladie. D'accord. Alors, avant de revenir aux associations qui vont nous parler de leurs actions menées sur le terrain, encore une autre question. Je vois que vous n'avez pas parlé du préservatif. Est-ce que le préservatif protège? Oui, le préservatif protège. Il protège contre beaucoup de choses. Ça protège contre les grossesses non désirées. Ça protège contre le VIH. Ça protège dans une moindre mesure contre le virus HPV. Tout simplement parce que vous savez très bien que dans les rapports sexuels, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Il y a toujours des manipulations avant le port du préservatif. Et ces manipulations suffisent à transmettre donc le virus HPV. C'est exactement comme la grippe. Nous, en gynéco, on appelle ça la grippe sexuelle. Parce que c'est tellement contagieux que vous ne vous rendez même pas compte et vous l'avez. Oui. La simple manipulation avec les mains suffit à contaminer une personne sans pour autant même qu'il y ait eu un rapport sexuel. C'est pour vous dire à quel point cette maladie est contagieuse et qui oblige donc à prendre des mesures pour s'en prémunir. D'accord. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure, mais je me tourne pour l'instant vers vous, Monsieur Belem Issoufou. Je rappelle que vous êtes membre de l'association des femmes atteintes ou affectées par le cancer. Alors dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Belem, quelles sont les actions que vous menez à votre niveau? Alors, il faut dire qu'à l'instar des autres associations, nous faisons presque uniquement la mobilisation sociale.
Alors, je crois que il est ressorti que par rapport au dépistage, si vous voulez, l'offre est là, mais la consommation pratiquement est largement inférieure. Je me rappelle encore, le professeur Charlemagne parlait de 2% d'utilisation de l'offre de dépistage. C'est vraiment maigre. C'est ça. Et c'est gratuit, hein, on le rappelle. C'est gratuit. On a l'impression que soit les populations ne sont pas au courant, ou alors, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas, peut-être que des études viendront clarifier cela. Il y a aussi le plaidoyer que nous faisons, c'est également important. Elle a ébauché tantôt les 4 axes. Le professeur a parlé de la vaccination qui est vraiment important. Donc vous comprenez que ces 2 actions-là, notamment la mobilisation communautaire ou sociale si vous voulez, et le plaidoyer constituent pratiquement nos credos, toutes les associations pratiquement. Et nous travaillons en tandem. Heureusement, nous avons eu la chance d'être accompagnés depuis 2 ans par MDM, Médecins du Monde France au Burkina. C'est vraiment quelque chose à saluer, avec des personnes ressources qui sont là, que nous pouvons aborder à tout moment pour avoir des clarifications afin de pouvoir avancer. Et le professeur Charlemagne fait partie de ceci-là. D'accord. Alors, au sein de votre association, est-ce qu'on peut dire le nombre? Il y a combien de personnes? Parce que je pense que ça regroupe les femmes atteintes ou affectées. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre qu'on peut avoir? Alors, je suis très content que vous ayez posé cette question parce que rien que la semaine dernière, nous avons perdu encore 2 membres. Voilà. Une qui est à Téma et une qui est à Marcoussis, à qui on a rendu visite il n'y a pas une semaine pratiquement. Voilà. Ce qui veut dire que chaque année, pratiquement, dans une année, on perd des membres. Voilà. Et ça, c'est vraiment désagréable. Voilà. Et on n'a pas l'envie d'en parler, mais il faut en parler parce qu'il faut que ça suscite de l'intérêt au niveau des populations. Il faut que les uns et les autres sachent que le dépistage, c'est vraiment un moyen abordable, moins cher parce que gratuit. Tout à fait. Voilà. Oui. D'accord. D'accord. Ce n'est pas du tout intéressant à prendre, mais comme vous l'avez dit, ça sert à interpeller les uns et les autres. Alors, Madame Zoma, au niveau de Yerelon Plus, quelles sont les actions que vous menez dans le cadre de cette lutte commune? Oh, ok, merci. Et au niveau de Yerelon Plus, nous nous occupons plus précisément de la mobilisation communautaire. La mobilisation communautaire dans les districts de Bascui à travers des activités de sensibilisation. Et nous avons des pères éducatrices qui vont sur les sites et des populations clés et qui font la sensibilisation avec ces populations clés-là. Et puis également les personnes vivant avec le VIH. Nous avons également des médiatrices qui font les recherches de perdus de vue. Et puisque au niveau du district de Bascui, quand les pères éducatrices font la sensibilisation, nous avons 2 CSPS de référence, à savoir CMI Porobi et le CSPS du secteur 12. Donc, il y a les médiatrices qui vont dans ces 2 CSPS de référence pour aller également rechercher ces perdus de vue ou bien les absents au traitement. Nous avons également les visites à domicile ou bien les visites à l'hôpital. Et ça, nous le faisons en compagnie d'autres associations qui sont également financées par le projet MDM. Et voilà, nous avons également aussi les recueils de témoignages de vie et des personnes atteintes par le cancer du col de l'utérus. Et cette activité également, nous le faisons avec d'autres associations. Voilà. Et cela sert à sensibiliser les jeunes dames. Oui. Alors, Madame Tombiano, est-ce que depuis 2018 que vous avez initié ce projet avec les associations, est-ce qu'il y a un bilan que vous pouvez dresser? Est-ce qu'il y a des avancées majeures que vous pouvez nous relater? Bien sûr. On a un bilan et avec le district sanitaire de Bascui, ne serait-ce que à 14 heures, on faisait encore les bilans parce que c'est un bilan qu'on fait tous les jours. Et pour même faire l'état des lieux de est-ce que notre intervention a une plus-value, est-ce qu'on arrive vraiment à appuyer. Alors, en termes de bilan, je vais commencer par le volet, je vous avais parlé des 3 volets d'intervention. Dans le volet renforcement du système de santé, on a pu former plus de 300 acteurs de la santé, et tout profil confondu, des médecins, des sages-femmes, des techniciens de labo qui font, par exemple, les dépistages, et parce que nous proposons une innovation qui a permis à MDM de doter
ces formations sanitaires d'appareils qu'on appelle GenExpert. Donc, il fallait former tout ce personnel sur notre algorithme de prise en charge afin que ces personnes-là puissent apporter leur appui. Alors, de tout cela, il y a depuis le début jusqu'à maintenant, plus de 5000 personnes qui ont, disons, des femmes dans la tranche d'âge de 25 à 55 ans qui ont eu le dépistage. Et dans ce lot, il faut dire qu'il y a plus de 80% au moins qui ont eu des services satisfaits, c'est-à-dire que les résultats, parce que souvent on peut faire le dépistage et dans la chaîne et la complétude des interventions qu'on devait faire au profit de la cible n'est pas... Mais au moins, on est satisfait à 80% des bénéficiaires qui sont arrivés à avoir tout le service nécessaire parce qu'au-delà du dépistage, il y a tout le suivi pour qu'il n'y ait pas perdu de vue, et les renouvellements de rendez-vous et tout ce qui suit. Alors, de tout cela, il faut, dans le volet prise en charge, il y a des personnes qui ont eu des lésions précancéreuses, parce que quand on fait le dépistage, je parlais de 5000 personnes, il y a eu des lésions précancéreuses qui ont eu aussi les traitements par la méthode que nous avons proposée. Et bien sûr, on arrive à trouver des cas de cancer. Et je pense que MDM a appuyé depuis au moins deux cas de cancer. Et comme l'association AFAC le disait, toute une gamme de prise en charge jusqu'à la prise en charge psychosociale, certains traitements par les services de santé au niveau de ces formations sanitaires ont été ouverts. Donc, c'est quelques résultats que je présente là, et je pense que AFAC aussi a des résultats à leur niveau, et docteur pourra aussi ajouter. D'accord. Merci. Oui, bien sûr, vous pouvez compléter, M. Belem, s'il y a des résultats. Voilà, oui. Par rapport à ce qu'elle a dit concernant les cas de cancer avérés, oui. C'est vraiment des cas de cancer avérés. Et Médecins du Monde a assuré pratiquement la chimiothérapie, qui est assez longue, généralement 6 chimios, comme on le dit habituellement. Et chez les deux patients, malheureusement, l'une est décédée. Il faut le dire parce que de toutes les façons, il y aura des cas forcément de décès, mais ça ne va pas arrêter notre combat, notre lutte. Hein. On va toujours poursuivre. En dehors de cela, il faut dire que comme on n'a pas la radiothérapie ici, alors en principe, l'État est chargé de faire les évacuations. C'est pour cela d'ailleurs que ça rentre dans un des axes de notre plaidoyer, qui est de renforcer la cagnotte, si vous voulez, le budget au niveau du ministère de la Santé, pour que ces femmes-là, après avoir fait la première étape, qui est la chimiothérapie, que certaines puissent bénéficier de la radiothérapie, ce qui va apporter nécessairement en attendant qu'on ait une radiothérapie au Burkina Faso. D'accord. Alors, professeur Ouedraogo soufflait que la radiothérapie, c'est pour bientôt. Absolument. Voilà, justement, Absolument. est-ce qu'on peut parler des différentes phases de prise en charge des malades? Alors, merci. Alors, lorsque une personne a un cancer, il faut une consultation pour faire une évaluation initiale, pour non seulement confirmer le diagnostic, et puis ensuite faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Le bilan d'extension, c'est l'ensemble des examens de sang et radiologiques, échographiques, d'imagerie en général, pour voir jusqu'où est partie la maladie. On peut également faire de la scintigraphie, ce sont des examens nucléaires. Et une fois que ce bilan est fait, on peut stadifier le cancer pour dire c'est à quel degré de gravité. Et en fonction de cela, eh bien, on va engager un protocole de prise en charge qui est multidisciplinaire, qui implique beaucoup de disciplines. Ça implique, si c'est le cancer du col, ça va impliquer le gynécologue, ça va impliquer l'anatomopathologiste, ça va impliquer le médecin spécialiste en imagerie médicale, ça va impliquer l'anesthésiste, ça va impliquer d'autres acteurs jusqu'au soutien psychologique, Tout à fait. qui est indispensable, qui est du reste notre maillon faible, parce qu'on n'en a pas suffisamment pour gérer tous ces cas. Et puis, ça va comporter donc la chirurgie, et plus ou moins la chimiothérapie et la cryothérapie, qui est une forme de radiothérapie
pour le cancer du col de l'utérus. D'accord. Alors, on peut faire la consultation au Burkina parce qu'il y a des spécialistes du cancer. On peut opérer le cancer du col de l'utérus au Burkina. On peut faire de la chimiothérapie au Burkina. On peut faire de la scintigraphie au Burkina. Il restait la radiothérapie pour laquelle beaucoup de personnes étaient évacuées hors de Burkina. Et le gouvernement s'est engagé pour solutionner ce problème. Et il y a 2 unités qui étaient en construction, un à Senghangou et l'autre à Bogodgo. Celui de Bogodgo devait être livré au mois de mai, mais en raison de la Covid, les techniciens qui faisaient le montage étaient repartis. Et ils sont revenus depuis 2 semaines. Ils sont en train de monter les équipements. Et ils nous ont promis donc d'ici le 15 octobre les clés du centre de radiothérapie de Bogodgo qui va abriter des équipements flambant neufs de dernière technologie. Il y a des Burkinabés spécialistes en radiothérapie, il y a des Burkinabés spécialistes en physique médicale. Et donc, nous avons tout Il y a une lueur d'espoir pour faire en sorte que la lutte contre le cancer puisse connaître en tout cas de l'avant. Et moi, j'ai foi que 2021, avec tout le plaidoyer que nous faisons ensemble, ça va être vraiment l'apothéose de la lutte contre le cancer au Burkina Faso. Gageons que oui. Voilà. Mais en attendant, dites-nous, s'il vous plaît, professeur Ouedraogo, combien coûte un traitement quand le cancer est déclaré? Ce n'est pas à la portée du Burkinabé moyen, ce n'est pas possible. Oui. C'est vrai. Ce n'est pas possible. Nous qui sommes assis ici, si on nous dit de faire face aux frais de traitement d'un cancer, nous ne pouvons pas tout de suite. Oui. Ça coûte cher. Ce n'est pas à la portée. C'est pour cela que notre plaidoyer doit aller plus loin que la mise à disposition des équipements. Tout comme les soins d'accouchement et le dépistage est gratuit, nous devons ensemble faire un plaidoyer parce qu'on ne choisit pas d'avoir le cancer. On peut choisir de faire un accouchement, de prendre une grossesse, mais on ne choisit pas d'avoir le cancer. Et donc, le plus gros lot du plaidoyer, là, c'est d'arriver à convaincre les pouvoirs publics et les différents détenteurs d'enjeux que le traitement du cancer soit entièrement gratuit au Burkina. Nous pouvons trouver des mécanismes pour mobiliser de façon endogène l'ensemble des ressources nécessaires. Et quand on fait le point, avec une incidence de 1600 cancéreux par an, nouveau cas, on peut donner un traitement gratuit et l'argent qui permet de traiter ça se trouve au Burkina dans les mains des Burkinabés. Ouais. Et donc, il nous faut un peu plus de solidarité, un peu plus de réflexion et tout de suite, nous pouvons mobiliser ce qu'il faut pour apporter un traitement au cancer. Il n'y a pas une seule famille au Burkina Faso, il n'y a pas un seul citoyen burkinabé qui n'est pas concerné directement ou indirectement par le cancer. Ça n'existe pas. Ce qui fait que si vous n'êtes pas concerné, c'est votre ami ou votre parent. Donc, il faut trouver une solution. Et comme ça coûte cher et qu'on n'épargne pas pour ça, il faut bien que quelqu'un paye et c'est encore l'État. Donc, nous allons encore revenir vers l'État, vers les sociétés privées, parce que les sociétés privées également, au nom donc de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, on peut s'appuyer sur ces éléments-là et faire en sorte qu'avec le gouvernement, on trouve un juste milieu pour qu'il y ait un mode de financement nouveau pour traiter ces questions qui sont des questions importantes qui touchent tout citoyen burkinabé. D'accord. Oui. C'est ça. Alors, en préparant l'émission, j'ai appris que le président du Faso s'était engagé à ce que tous les enfants soient vaccinés parce qu'il a dit qu'il n'est pas question qu'un enfant d'ici ou d'ailleurs meure faute de vaccination. C'est bien cela, si j'ai bien compris. Et vous tablez là-dessus donc pour mener à ce plaidoyer que vous faites donc auprès du gouvernement. Bien Alors, j'aimerais avec vous, Madame Tombiano, revenir sur les populations à risque. C'est vrai que vous avez parlé de ceux qui sont déjà infectés par le VIH, mais il semble aussi que les professionnels du sexe voilà, sont des populations à risque.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je pense qu'en plus des personnes vivant avec le VIH, en effet, les travailleuses de sexe font partie de nos cibles prioritaires. Et j'aime donner la parole aux associations parce qu'elles sont sur le terrain. IRLON vous dira, par exemple, que sur le terrain, amener une TS à faire son dépistage, c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, nous avons vu dans les rapports et les récits de vie, les TS, par exemple, les travailleuses de sexe, pardon, refusent souvent d'aller au dépistage parce qu'une des conditions, je pense que les médicaux vont me corriger, c'est qu'ils s'abstiennent des relations sexuelles avant le jour de J pour le dépistage. Alors, plusieurs fois, j'ai vu dans les rapports, les TS n'acceptent pas cela. Les travailleuses de sexe n'acceptent pas parce que pour elles, c'est perdre un peu d'argent s'il faut s'abstenir la veille pour venir faire le dépistage. Alors, je vois que de plus en plus dans les différents rapports, les associations sont arrivées vraiment à sensibiliser ces cibles-là. Et nous sommes très, très, très heureux de voir qu'il y en a beaucoup qui vont au dépistage, qui participent. Et nous avons même des modèles, des championnes qui essayent de sensibiliser d'autres. En plus des TS, la cible adolescente et jeune doit être sensibilisée aussi. Et je dirais de façon globale, les femmes dans la tranche d'âge, puisque notre projet concerne les femmes de tranche d'âge de 25 à 55 ans. Pour ça, pourra revenir pourquoi cette tranche d'âge. Mais au finish, c'est toute la population qui doit être ciblée, puisque ne serait-ce que pour l'information, tout ce qu'on vient de dire ici, si la maman, le papa ne sait pas que sa fille de 9 à 13 ans peut bénéficier, pour ceux bien sûr qui peuvent le faire, de vaccins et après prévenir sa fille du cancer, alors donc c'est important de sensibiliser la population. Donc les personnes vivant avec le VIH, les travailleurs de sexe et vraiment les cibles ados jeunes sont des cibles prioritaires, mais vous allez voir que l'intervention, comme le professeur le disait, il n'y a personne au Burkina et d'ailleurs partout qui peut par exemple se taper sa poitrine pour dire non, bon, moi je ne suis pas concerné par le cancer. On est toujours concerné. Et le nom de l'association le dit, femmes affectées ou infectées. Si tu n'es pas directement infecté, tu peux être affecté parce que l'alentour de la famille, quelqu'un peut l'avoir, ou le voisinage, ou les amis. Voilà. C'est ça. C'est bien dit. Alors, tout le monde est concerné par cette maladie. Absolument. Alors, même vous, chers téléspectateurs, donc je vous rappelle que nous parlons sur ce plateau du cancer du col de l'utérus, un cancer donc très dangereux. Vous avez peut-être des questions, vous les notez tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone, vous pourrez appeler donc pour les poser ou peut-être donc apporter des témoignages. Pour l'heure, je me tourne vers vous, Madame Zoma, vous êtes psychologue. Le professeur disait tout à l'heure, il y a le volet psychologique qui est très important. C'est le maillon faible. Le maillon faible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous êtes au contact des malades. Je vous remercie. Je dirais que oui, nous sommes souvent au contact des malades et surtout des personnes vivant avec le VIH et également des personnes atteintes par le cancer, que ce soit les cancers du sein ou les cancers du col de l'utérus. Et bien avant même que le projet MDM nous finance par rapport au cancer du col de l'utérus. Et on menait avant cette activité avec les DGD LPC en partenariat avec le Centre Muraz. Voilà, nous avons eu à faire des campagnes où on faisait le dépistage même de IVA, IVL au niveau de notre centre aérien. IVA, IVL, on va préciser. C'est l'inspection visuelle à l'acide acétique. C'est la technique utilisée pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus parmi plusieurs techniques. Okay. D'accord, merci. Voilà. Et donc, quand la sage-femme détectait un IVA, IVL+, et automatiquement, on référait la TS, et la travailleuse de sexe, au niveau du CHU Borodogo. Et nous notons également que le suivi n'est pas tellement facile, puisque on peut amener la patiente à Borodogo. Après un premier ou un deuxième contact, la personne même peut fuir. Voilà, souvent la personne fuit. Et qu'est-ce qui explique cela? Bon, souvent elles nous disent, puisque après des entretiens avec ces personnes, elles nous disent que non, bon, elles ne sont pas tellement sûres qu'elles ont un IVA ou un IVL+.
Voilà. Il y a eu des fois même où nous sommes allés chercher même des perdus de vue qui étaient là, mais arrivés sur le site et elles disent à leurs camarades de nous dire qu'elles ne sont pas là. Voilà. Donc, je peux dire que d'une part, c'est le déni en fait et du résultat. Voilà. Ces personnes dénigrent le résultat qui les a été donné ou tenté. Oui. Mais voilà. Oui. Mais après quelques entretiens, il y a d'autres qui arrivent à accepter ce résultat, mais par contre, d'autres également maintiennent toujours leur position de déni. D'accord. Oui. Et en échangeant avec ces personnes-là, est-ce que vous arrivez à mettre le doigt sur les raisons? Pourquoi? Les gens ont peur. Oui. Honnêtement, ce n'est pas seulement les travailleurs du sexe, c'est tout le monde. La peur de découvrir quelque chose de grave et de n'avoir pas de solution. C'est ça vraiment le problème. Vous voyez, en santé publique, on dit que quand vous n'avez pas la solution d'une maladie, il ne faut pas aller rechercher activement cette maladie au sein d'une population apparemment bien portante. Parce que vous allez générer un stress. Vous venez me dire, ah, vous avez le cancer. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est cela. Mais plus on fera le plaidoyer pour avoir de quoi solutionner le cancer, plus les gens prendront vraiment de l'assurance à aller vers les centres de santé, à réclamer même leur dépistage et aussi à n'avoir pas peur donc, des traitements qui seront donc appliqués parce que le pronostic sera beaucoup plus favorable. D'accord. Oui, alors Madame Tombiano, allez-y. Je voulais intervenir sur ce point. Alors, Madame Tombiano, juste une seconde, juste signaler aux téléspectateurs que nous allons ouvrir le téléphone, donc ils peuvent appeler dès maintenant pour poser des questions. Je vais juste rappeler le numéro, c'est le 25 37 62 90. Vous pouvez appeler pour poser des questions, apporter des témoignages. Alors, Madame Tombiano, allez-y. Oui, je voulais intervenir sur cette évidence qui est la peur que les femmes ont, le manque de confiance et qui nous a amené au niveau de Médecins du Monde France à proposer une des innovations qui est l'auto-prélèvement pour essayer de créer en la femme, banaliser la chose et dire à la femme, tu peux toi-même faire les prélèvements et les proposer et le remettre à l'agent de santé, bien sûr, qui briefe la femme sur la technique de prélèvement. Donc l'auto-prélèvement permet, on voit que ça permet à beaucoup de femmes d'avoir confiance en elles-mêmes, de se prélever, de faire ce geste médical, on pensait être seulement un geste médical, et avec un appareil qu'on appelle l'équivillon, et elles le font et elles remettent pour le test. Pour le test. Alors, donc ça permet... Et sur cette base, effectivement, nous avons vu dans le visage de beaucoup de femmes que aller demander même le dépistage, c'est douloureux parce qu'on voit déjà la maladie qui est là. Voilà. Donc, l'autoprélèvement, c'est une des innovations que nous avons introduites pour aussi créer la confiance, amener la femme à s'habituer au geste médical. D'accord. Alors, nous allons prendre un premier intervenant au bout du fil. Il s'agit de M. Diallo, qui nous appelle de Dori. M. Diallo, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, M. Diallo, nous vous écoutons. Est-ce qu'un homme, il peut se dépister de l'utérus? Monsieur Diallo, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre? Je dis qu'un homme, il peut se dépister des cols de l'utérus. Il peut faire un dépistage des cols de l'utérus. D'accord. Vous demandez si un homme peut être infecté par le cancer du col de l'utérus? Ici, il peut dépister. Ici, il peut faire dépistage. D'accord. D'accord. Merci pour la question, M. Diallo. Mais est-ce que ça tue? Comment? Est-ce que ça peut tuer? Est-ce que ça peut tuer? D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Ok, merci beaucoup. D'accord. Alors, professeur. Alors, sa question est pertinente. Hein? Oui. C'est une question très intelligente et pertinente. Eh bien, il faut dire qu'avec l'homosexualité, eh bien, il est possible que l'homme, au lieu de faire le cancer du col de l'utérus parce qu'il est un homme, il n'a pas d'utérus, il fera le cancer anal ou du rectum parce que le virus qui crée le cancer au niveau du col de l'utérus, si à travers un rapport sexuel anal, il est déposé là, eh bien, il peut être agressif et générer donc un cancer du canal rectal ou du rectum ou de l'anus. Oui. Alors, donc sa question, elle est pertinente. Ce qui fait que quand vous allez dans certains pays comme au Brésil ou ailleurs,
Ils ont commencé par vacciner les garçons au lieu des filles, pour dire que si on vaccine le garçon, eh bien, il ne transmettra pas le virus HPV s'il a des rapports sexuels hétéro ou homo. Et donc, c'est aussi des stratégies nationales qui se défendent aussi. Donc, sa question est pertinente. Ce n'est pas une question bête, c'est une belle question. Parce que nous faisons face à cette situation. Et donc, il va falloir qu'on puisse se poser la question à un moment donné, est-ce qu'on va vacciner les garçons au Burkina ou est-ce qu'on va faire du dépistage en faisant de l'écouvillage rectal pour les personnes homosexuelles? Moi, je dirais oui. Il faudra bien qu'on puisse le faire parce que si ces personnes développent un cancer du rectum, ça va être une souffrance pour la société et pour le système de santé. Donc, autant prévenir cela. Donc, il faudra que, dans le cadre de l'offre de soins, on tienne compte de ces minorités-là pour faire en sorte que leurs préoccupations de santé aussi puissent être prises en compte, de sorte à ce qu'on ne les retrouve pas sur des lits d'hôpitaux à occuper donc des lits alors qu'on aurait pu éviter cela. C'est ça. Donc alors, voilà un peu, sa question est une question pertinente. Et le cancer du col tue. Tout cancer finit par tuer l'organe qui le porte et le corps humain qui le porte. Ça, c'est clair. Abandonné, ça tue. Ça tue. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'au niveau de vos associations, vous avez eu affaire justement à des cas d'homosexuels? Alors, pour ce qui concerne notre association, non, mais je sais que ça existe. Vous savez que socialement, c'est difficilement admis dans nos sociétés, du point de vue religieux, du point de vue social, c'est difficilement accepté, mais tout le monde sait qu'il y a des cas. On se rappelle encore que les homosexuels ont marché à Bobo-Dioulasso une année là. Voilà, vrai. Donc ça existe. Que ce soit à Bobo, que ce soit à Ouaga, ça existe. Mais comme ils n'ont pas voix au chapitre, et que, comme le professeur l'a dit, c'est vraiment une minorité. Alors, si les autorités ne pensent pas à ces minorités-là, bon, c'est clair que ces minorités-là seront mises à la marge. C'est exactement comme les personnes atteintes de VIH. C'est des personnes qui se cachaient au départ. Il a fallu que la population comprenne, abandonne la stigmatisation. Aujourd'hui, on n'a plus peur de dire « j'ai le VIH ». Il faut que ça arrive aussi pour les autres minorités. C'est ça. Alors, peut-être à votre niveau, est-ce que vous, Madame Zouma, vous avez eu affaire à des cas d'homosexuels au niveau de Yerelon Plus? Non, au niveau de Yerelon Plus, non. D'accord. C'est uniquement les professionnels du sexe. Et puis, oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, peut-être un autre élément qu'il faut ajouter, parce que s'il y avait un ORL ici, il pourrait également apporter un témoignage de ce qu'eux également rencontrent. Il y a des cancers du larynx qui sont dus à ce virus. Qui sont dus à ces virus en raison des nouvelles pratiques sexuelles, notamment la fellation avec éjaculation dans la bouche. Et donc, ça peut comporter donc un HPV oncogène qui va se regreffer quelque part au niveau de l'oropharynx et puis, avec d'autres cofacteurs, développer un cancer donc, de l'oropharynx. Et les ORL ont beaucoup de cas, ils en opèrent, ils publient, et donc c'est quelque chose aussi qui existe. Donc, ce même virus qui crée le cancer du col de l'utérus peut créer un cancer au niveau du rectum, peut créer un cancer au niveau de la gorge. D'accord. Donc, à bon entendeur. À bon entendeur, salut. Alors, on va donc aller du côté de Bobo-Dioulasso pour prendre une autre question. Et nous vient de Madame Traoré Salimata. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, Madame Traoré, nous vous écoutons. Oui, moi, je voulais savoir... Est-ce que le dépistage du HPV, comme Mme Tombiano l'a dit, est-ce que ça se fait partout, dans tous les services de santé du Burkina, ou bien c'est seulement à Ouaga? D'accord. Et si c'est à Ouaga seulement, pourquoi ne pas le faire dans les autres villes? D'accord. Et ma deuxième question... Oui. Ça, c'est par rapport au dépistage. Oui. Madame Traoré, pouvez vous éloigner de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui. D'accord. J'ai dit ma deuxième question, c'est par rapport au dépistage, à l'autotest. Et l'autotest, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que si moi je suis, par exemple, on dit que si tu as des relations sexuelles la veille, tu ne peux pas le faire. Mais est-ce que si tu es en règle, ça pose un problème? Si tu es en grossesse, ça pose un problème ou bien tu peux le faire?
D'accord. Merci. Je vous en prie, merci à vous plutôt, Madame Traoré, vous qui nous suivez depuis Bobo-Dioulasso. Alors, 2 questions pour Madame Traoré. Donc, d'abord, est-ce que le dépistage se fait partout? Dites-nous, professeur. Alors, il faut dire que la technique Princeps qu'on utilise dans nos formations sanitaires, qui est actuellement en vigueur, c'est possible de le faire sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les formations sanitaires, même là où il n'y a pas d'électricité. D'accord. Si ça ne se fait pas, c'est parce que la structure sanitaire ne s'est pas organisée pour offrir. Autrement, c'est remboursé par le gouvernement. Ça fait partie du paquet de services gratuits et remboursés. D'accord. Et c'est 30 milliards au moins votés à l'Assemblée chaque année pour toutes ces questions de gratuité de soins. Et donc, si ce n'est pas mis, les populations peuvent réclamer à travers leur comité de gestion des structures pour que la structure de santé puisse mettre ce qu'il faut. Ça ne coûte pas cher du tout et ça rend beaucoup de services. Maintenant, il y a d'autres techniques nouvelles, les techniques qui permettent de retrouver le virus, les traces du virus. Nous sommes dans l'approche expérimentale au Burkina, pilote plutôt, et en attendant que ça soit étendu. Médecins du Monde a commencé, donc nous sommes en pilote. Et après cela, il y aura un autre projet en cours avec Expertise France JPAIGO et qui va concerner 40 000 femmes, dont une moitié vivant avec le VIH. Et ensuite, après, c'est le gouvernement qui prendra le relais en 2021 avec donc l'arrivée des 15 unités mobiles qui seront consacrées au dépistage et à d'autres soins intégrés, dont une unité mobile pour chaque région sanitaire et 2 en réserve. Donc, c'est dire que dans le long terme, on pourra combiner toutes ces techniques-là et les rendre disponibles. Mais déjà, avec l'IVA-IVL, on peut régler cette question sur toute l'étendue du territoire. Partout. Merci. D'accord. Vous voulez ajouter, Madame Oui, Tombiano? bien sûr. Donc, comme professeur a décrit la stratégie utilisée au niveau national, et comme je le disais, Médecins du Monde est venu appuyer le système de santé avec notre algorithme et notre innovation qui, comme il a dit, commence d'abord par la recherche du virus directement, et non la technique utilisée par l'État. Et cette phase pilote au niveau de Bascui, puisque Madame aussi a interpellé Madame Tombiano, si vous allez dans les aires sanitaires de Bascui, le CMI de Urbain, le CMI Pogbi, Samandin, CSPS 12 du côté de Dapoya et CSPS 3 à Paspanga, au niveau du CMI de la Caisse nationale de sécurité sociale, le CSPS 10 du côté de l'Arlé et Gunguin 7 et 6, je pense. Notre intervention se passe dans ces formations sanitaires, y compris bien sûr dans le district même central de Bascui. Le dépistage est gratuit là-bas. Et bien sûr sur toute la chaîne, comme ailleurs, mais avec la spécificité que les 3 innovations, comme je le dis, se trouvent sur place et que la femme peut l'avoir sans tenir compte de certaines insuffisances peut-être qu'elle peut rencontrer dans d'autres formations sanitaires. Alors, si madame, elle est dans les aires sanitaires de Bascui, qu'elle se rende... Elle est à Bobo-Dioulasso. Ah oui, c'est vrai, elle est à Bobo-Dioulasso. Elle pouvait se rendre dans ces formations sanitaires pour le dépistage qui est vraiment gratuit avec toute la chaîne de prix de la prise en charge. Mais aussi au CHU Sanou Sourou, elle peut avoir le dépistage du cancer du col et la prise en charge grâce à la technique de l'IVA-IVL et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Aussi. D'accord. Alors, donc, je vais rappeler quand même, parce que sa question, je vais rappeler, comme on le disait, c'est cette volonté politique depuis 2016 pour le principe de la gratuité du dépistage du cancer du col de l'utérus et bien sûr du traitement des lésions précancéreuses. Alors, donc, moi, je dirais que les femmes doivent se battre pour cela. Et nous avons l'habitude dans le groupe de plaidoyer, souvent quand des personnes, parce que nous avons des groupes de dialogue, WhatsApp et tout, quand les femmes interpellent pour l'ineffectivité de cette mesure au niveau des formations sanitaires, nous leur disons, battez-vous et rappelez toujours que cela a été une volonté politique. Et normalement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à avoir. Si ce n'est pas de la faute de l'agent de santé, parce que rarement c'est vraiment les fautes, souvent il manque du nécessaire, ils réfèrent ailleurs.
ces agents de santé. Donc, nous avons vu beaucoup de femmes, beaucoup d'agents qui ont référé si le nécessaire n'est pas sur place pour le faire. D'accord. Voilà. Alors, il y a une deuxième question, certes, de Mme Traoré. On va y répondre tout à l'heure. Mais on va d'abord prendre Mme Idogo, qui nous appelle à Deux Pots. Mme Idogo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Oui, ma question, c'est par rapport au VIH. Oui. Dans les réseaux sociaux, nous voyons que non, qu'on guérit maintenant le VIH. Est-ce que vraiment vous avez des informations par rapport à ça? D'accord. Allô? Oui, ce sera tout, Mme Idogo? Oui, c'est par rapport aux réseaux sociaux qui parlent que non, qu'ils arrivent à guérir nous avons compris. le VIH. C'est bien compris. Je voulais vraiment savoir si c'est une réalité. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Mme Idogo. Et très bonne soirée. C'est vrai que nous parlons là de cancer du col de l'utérus. Voilà. Alors, c'est des soins intégrés. Donc, c'est l'occasion de donner des informations. Oui. Alors, pour la dernière question, je lui dirais simplement qu'on ne guérit pas le VIH, mais on contrôle le VIH. Pour faire en sorte que les personnes puissent vivre sans que le VIH ne crée des dommages dans le corps humain, ni être transmis à une autre personne. Donc, c'est pour ça que je dis on ne guérit pas, mais on contrôle bien le VIH. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème vraiment au Burkina parce que l'État et ses partenaires ont tout fait pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour contrôler cette maladie. Et le monde associatif également a contribué beaucoup, de sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un souci. On souhaite que ce soit pareil pour le cancer du col de l'utérus et bien d'autres cancers qui sont accessibles donc à un traitement et à une prévention. D'accord. Alors, il y a la deuxième question de Mme Traoré qui demandait donc, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, on ne peut pas faire des rapports la veille du test, mais demander également, est-ce que si on est en grossesse, est-ce qu'on peut faire le test de dépistage? Est-ce que si on est en règle, on peut faire le test de dépistage, professeur? Alors, il faut dire que c'est des mesures pour que l'examen se passe bien. Mais à défaut, mieux vaut ça que de ne pas faire. Donc, nous disons aux femmes qui ont des contraintes de se présenter quand même. S'il y a des femmes qui vous disent qu'elles ne peuvent pas venir sans ne pas faire des rapports, je préfère que ces femmes-là viennent parce que ça me permet de regarder ce qu'il y a au niveau du col de l'utérus. Et je peux toujours savoir s'il y a une anomalie. Ce n'est pas la condition idéale, mais c'est mieux que rien. Donc, ça ne doit pas être une raison pour éloigner une femme d'un centre de dépistage. Donc, j'inviterai ces femmes-là à aller quand même, mais à signaler tout simplement à l'agent de santé qu'il y a eu un contact la veille ou juste avant de venir et on en tiendra compte dans l'interprétation des résultats. D'accord. Je sentais Mme Zoma désireuse d'ajouter un mot tout à l'heure. Allez-y, Mme Zoma. Bon, c'était par rapport au VIH. Oui. Voilà, comme l'a dit le professeur Charlemagne, on ne guérit pas du VIH-Sida, mais on arrive à contrôler le VIH. Et lorsque nous faisons le dépistage, il y a un examen que nous faisons qu'on appelle le CD4. Et le CD4, on arrive à voir juste si le CD4 est bas ou bien si c'est un peu élevé. Et également, à 6 mois de traitement, il y a également un examen que nous faisons qu'on appelle la charge virale. Et lorsque la charge virale de la personne vivant avec le VIH est indétectable, ça ne veut pas dire que la personne est guérie du VIH, mais la personne ne peut pas transmettre le VIH à une autre personne. D'accord. Ça veut dire que quand vous faites le test, à ce moment, vous ne détectez plus le virus. Voilà, on n'arrive plus à détecter le virus. Mais le virus est toujours là. Oui, ça est toujours là. Ça est dans un coin où c'est vraiment bien caché. Voilà. Pour illustrer un peu. Un état latent. D'accord. Un état latent. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que IRL Plus intervient en dehors de Ouagadougou? Et oui, en dehors de Ouagadougou, nous avons notre mère qui se trouve au niveau de Bobo, et c'est la clinique Yerelon Bobo. D'accord. Oui. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut avoir accès aux tests de dépistage du cancer du col de l'utérus? Oui, mais avec le IVA, IVL+. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, Okay. et avec le IVA, IVL. D'accord. C'est bon à savoir pour Mme Traoré qui a Bobo et qui demandait. Oui, et la clinique est située au sein de L'hôpital? Non, pas de l'hôpital, mais du service d'hygiène de Bobo du Lasso.
Oui, la clinique Hierlon est au sein du service d'hygiène de Bobo-Dioulasso. Okay. Lorsque Madame Traoré va se rendre, c'est pas loin de l'hôpital Sourou-Sanou de Bobo. Voilà, lorsqu'elle se rendra là-bas, elle pourra faire le test du cancer du col de l'utérus à part IVA, IVL. D'accord. Oui. Ça va, c'est bien noté. Bobo nous suit beaucoup, M. Belem, je reviens à vous tout à l'heure, mais on va prendre Mme Sanou, qui est déjà en ligne et qui nous appelle de Bobo-Dioulasso. Mme Sanou, bonsoir. Ah bon, bonsoir. Oui, Mme Sanou, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, allez-y. Oui, c'était par rapport au cancer. Oui, c'était par rapport au cancer. J'ai une sœur qui a un problème au niveau de son sein. Mais maintenant, son problème est qu'elle ressent des picotements. Donc, on est parti à l'hôpital. On a demandé de faire la mammographie. Donc, après la mammographie, maintenant, on nous a fait savoir que non, que ce n'est pas le cancer en tant que tel, que c'est quoi, elle a des ulcères. Pendant que ces picotements-là persistent, et que bon, ils ont donné de ces chiffres au niveau de la mammographie, qu'il y a un sein qui est SR1, et l'autre est CR1, et l'autre est CR3. Donc, des chiffres qui nous donnent des doutes. Donc, maintenant, le gynéco nous dit que ce n'est pas le cancer en tant que tel. Bon, maintenant, sincèrement, on est confronté à ce problème et on ne sait pas si maintenant c'est le cancer ou bien on doit faire des examens approfondis. Bon, dire que c'est les ulcères, sincèrement, c'est des trucs qui nous dépassent. Bon, et que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on ne sait pas comment faire. Donc voilà pourquoi on voulait poser la question de savoir, bon, sur quelle base allons-nous partir maintenant pour être plus précis. D'accord. C'est bien compris, Madame Sanou. Merci beaucoup. Oui. Voilà, très bonne soirée à vous. Alors, professeur. Oui, j'ai bien compris. Oui. Alors, je voudrais rassurer cette dame qui a appelé pour dire que les résultats qu'elle a annoncés, ça n'a rien à voir avec du cancer. Ce sont des lésions bénignes qui n'ont rien à voir avec le cancer. Mais comme ils ont commencé à suivre un gynécologue, je l'encourage à continuer le suivi, ne serait-ce qu'une visite annuelle, et de ne pas paniquer du tout. Du reste, d'emblée, ce qui fait mal sur un sein, ce n'est pas ce qui traduit le cancer en général. Parce que le cancer du sein, dans la majeure partie des cas, c'est un cancer silencieux. D'accord. Bon à savoir et très rassurant, je suppose, pour vous, Madame Sanou. Alors, Monsieur Belem, je suis à vous. Oui, en fait, il s'agissait juste de faire un lien entre le VIH dont elle expliquait avec le cancer, puisque nous sommes en train de parler du cancer. Tout à fait. On sait que ces personnes qui font le VIH sont fragiles et par conséquent, quand en plus vous faites un cancer, vous comprenez, cette comorbidité-là peut être vraiment létale. Donc, par conséquent, c'est vraiment recommandé pour que toutes ces personnes-là puissent se dépister régulièrement pour éviter que le cancer ne s'installe. Si on dépiste, si on trouve des lésions précancéreuses, immédiatement on fait les soins et on n'en parle plus. Voilà. Okay. Alors, c'est vrai qu'elle parlait de quelques manifestations et pensait, Mme Sanou, donc avoir affaire à un cancer de sein. Mais pour les cancers déclarés du col de l'utérus, est-ce qu'il y a des manifestations visibles? Ah oui, je crois que le professeur va rentrer en profondeur. Le cancer du col de l'utérus, quand il est déclaré, le signe le plus fréquent, ce sont les saignements après les contacts sur le col, notamment après les rapports sexuels. Après un rapport sexuel, la femme qui n'avait pas de saignement se voit ensanglantée. Lorsqu'elle fait sa toilette et qu'elle met le doigt dans son organe génital et elle touche le col, et bien après, elle voit qu'elle saigne. Tout contact avec le col de l'utérus saigne, ça montre que nous sommes devant un stade avancé du cancer du col de l'utérus. Les saignements après les contacts, dont les rapports sexuels plus fréquemment. Voilà. Et puis, lorsque on évolue vers des stades douloureux, ce sont des stades de complications. Mais pendant toute la phase d'installation du cancer, il n'y a pratiquement pas de manifestation. Il n'y a que le dépistage
qui permet de retrouver une lésion suspecte qui a besoin d'un suivi ou d'un traitement. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Nous avons un téléspectateur qui nous appelle de Ouagadougou. Il s'agit de Monsieur Veli. Monsieur Veli, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Alors, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, Monsieur Veli. Allez-y. Voilà. Moi, je voulais poser une question au professeur. Oui, tout à l'heure, dans ses explications, il disait que c'était l'homme qui contaminait la femme. C'était lui qui portait le virus. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que l'homme peut contracter ce virus-là. C'est manque d'hygiène ou comment est-ce qu'il peut contracter ça pour pouvoir transmettre ça à la femme plus tard? Aussi, ma deuxième question, c'est le vaccin. Le vaccin, tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'est 3 doses. J'aimerais savoir, ça protège la femme sur combien de temps? D'accord. Voilà, c'est tout. C'est bien compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vili. Alors, professeur, vous êtes interpellé directement. Merci. Oui, la question, elle est pertinente. Oui. Alors, l'homme prend le virus chez une femme contaminée, l'héberge, n'a aucune manifestation, et à l'occasion d'un autre rapport sexuel avec une autre personne, il va déposer le virus là-bas, etc. Donc, il va essaimer. Et à chaque rapport sexuel, il dépose du HPV dans son liquide séminal. C'est comme ça que l'homme contamine la femme. Il prend la maladie chez une femme qui est peut-être porteuse saine et il va contaminer une femme qui va, elle, peut-être développer la maladie, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe, la contagion. Et comme je l'ai dit, nous l'appelons, entre parenthèses, la grippe sexuelle. C'est très contagieux. C'est très contagieux. Ah oui. Est-ce à dire, s'il vous plaît, professeur, que les femmes homosexuelles peuvent également se contaminer l'une l'autre? Absolument, puisqu'il y a la manipulation. Les femmes homosexuelles utilisent leurs mains et des objets fétichisants. Donc, à travers ces objets et à travers la manipulation, elles vont se contaminer au même titre qu'un rapport hétérosexuel. D'accord. Toute sécrétion sexuelle, que ce soit de l'homme ou de la femme. Toutes les pratiques sexuelles peuvent être une opportunité pour contracter le HPV oncogène ou non. D'accord. Oui. Toutes les pratiques sexuelles, la manipulation des doigts, de la langue au sexe, du sexe à l'anus, du sexe masculin au vagin, toutes les pratiques sexuelles sont à risque de transmettre donc ce virus. Ce virus-là. Malheureusement. D'accord. Alors, revenons au vaccin. Donc, il dit, c'est vrai, il y a 3 doses, mais le vaccin protège combien de temps la femme? Alors, il faut dire, on pense qu'on se protège pour toute la vie. Vous savez que le vaccin, il est récent. Et donc, les études pour l'immunité sont toujours en cours. Mais on estime qu'avec 3 doses, on peut s'immuniser pour toute la vie. Mais on n'a pas un recul de 15 ans. Donc, les études vont se poursuivre pour qu'on puisse savoir. Là, il s'agissait donc des premiers vaccins. Et récemment, il y a eu un nouveau vaccin qui permet de protéger contre 9 types de HPV. C'est ce qui est intéressant. Mais ce vaccin a connu un ralentissement dans sa fabrication depuis l'avènement de la Covid. Ce qui fait que même les pays les plus nantis sont sur la liste d'attente pour avoir ce type. Et pourtant, nos études au Burkina ont montré que ces 9-là existent au Burkina. Oui. Wow. Nous avons environ 12 génotypes cancéreux qui existent au Burkina que nous avons retrouvés à travers nos études. Donc la dernière, chez les travailleuses du sexe, nous avons retrouvé 12 génotypes cancéreux. Wow. Voilà. Ça fait peur tout cela. Dites-nous, M. Belem, l'association, elle est nationale? Oui, elle est nationale. Koudougou, Ouaga, Tema, celle qui vient de décéder à Tema, paix à son âme. En tout cas, le décès, il y en a tous les jours. Oui. Alors, mais il faut dire que la question de la sensibilisation, de la communication reste quand même une problématique de l'heure. Il faut vraiment le reconnaître. C'est-à-dire comment développer des stratégies de communication. C'est vrai, MDM, accompagne les associations, on fait beaucoup pour ça. Mais on a toujours l'impression
que rien n'est fait. Et justement, cette émission-là rentre dans ce cadre d'information des populations en même temps qu'on fait le plaidoyer. Il faut développer d'autres façons, il faut réfléchir pour trouver d'autres moyens. Comment amener les femmes à vraiment se dire, aujourd'hui, mon chéri, je demande la permission pour aller faire mon dépistage. Tout simplement. Il faut demander la permission. En fait. C'est une manière de parler. C'est une façon de parler parce que nous sommes au Burkina. Sinon, si je dis qu'il faut se lever à aller, les gens vont dire « Ah bon ?» Il faut se faire. Donc, vous comprenez que, voilà. La question de communication, elle est importante. Vous savez, ça concerne globalement la politique d'offre de soins gratuits destinés à la population en général et particulièrement aux couches les plus vulnérables. Là, nous faisons un clin d'œil, parce que c'est du plaidoyer que nous faisons actuellement. Tout à fait. Nous faisons un clin d'œil aux législateurs qui votent ce budget-là. Nous souhaitons vivement que sur les 30 milliards qui sont votés chaque année pour la gratuité des soins, pour ces couches vulnérables-là, qu'on puisse prévoir un budget conséquent pour une communication régulière et permanente du 1er janvier au 31 décembre et qui utilise tous les canaux possibles pour atteindre les couches les plus défavorisées qui n'ont même pas de transitor, n'en parlons pas de télévision pour nous regarder. Tout à fait. Et utiliser toutes les radios FM qui existent dans toutes les localités pour parler et passer des messages en langue locale afin que le citoyen lambda burkinabé puisse être au courant de comment le gouvernement redistribue les fruits de la croissance économique auxquels chaque citoyen a droit, notamment à travers la gratuité des soins. Du reste, il y a une question de redevabilité. Ça peut permettre ou encourager un citoyen à avoir véritablement un comportement citoyen. Tout à fait. C'est important parce que c'est de l'argent du contribuable qui est redistribué d'une certaine façon. Alors, cette partie-là pêche un peu, ce qui fait que cette gratuité pour sa partie dépistage qui n'est pas urgent, n'est pas consommé comme on consomme pour les accouchements, parce que ça, c'est urgent, il y a une complication tout de suite. Alors, on va revenir vers vous pour préciser tout ceci, mais on va aller jusqu'à Yaoundé, au Cameroun, pour prendre l'appel de Mme Ido, qui nous suit en ce moment. Alors, Mme Ido, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous vous écoutons, Mme Ido. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur une information que le docteur vient de donner. Oui. À savoir que lorsqu'on a le cancer du col de l'utérus, le moindre contact peut provoquer des saignements. Oui. Alors, il peut arriver que lors de certains examens, tels que le frottis, que l'on saigne. Est-ce qu'on doit être inquiété par cela? D'accord. C'est votre question. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, non, c'est tout. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci à vous plutôt, Mme Ido, de nous suivre depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, professeur, je vous ai vu faire le nom de la tête. Oui, cette question permet effectivement de rassurer tout le monde. Là, il s'agit d'une manipulation médicale. Lorsque on veut faire un prélèvement sur le col, eh bien, le plus souvent, après, il y a un petit saignement. C'est pas grave, c'est rien du tout. C'est une manipulation médicale et qui est assez agressive. Et donc, ça justifie cela. D'accord. Voilà. Mais aussi, je dis, ce ne sont pas tous les saignements après les rapports ou les manipulations du col qui sont synonymes de cancer. Pas du tout. Oui. On peut avoir une plaie quelconque sur le col qui n'a rien à voir avec un cancer. Et puis, à l'occasion d'un rapport sexuel, on se met à saigner. Je dis, je répète que la manifestation la plus commune et la plus fréquente, ce sont les saignements après les rapports sexuels. Mais tous les saignements après les rapports sexuels au contact sur le col ne sont pas synonymes de cancer du col de l'utérus. D'accord. Voilà qui va rassurer plus d'une qui nous suivent en ce moment. Alors, Madame Tombiano, dites-nous à quel niveau le Burkina se situe par rapport aux autres pays dans cette lutte-là contre le cancer du col de l'utérus. C'est vrai que vous disiez qu'il y a certains pays africains où déjà la gratuité de la vaccination était actée. Oui. Voilà, mais quand vous faites une comparaison, à quel niveau est-ce qu'on se situe? Alors, sur le plan des politiques, je ne dis pas que le Burkina est derrière. Comme je le disais, nous avons beaucoup de stratégies, beaucoup de politiques en la matière. Le plan stratégique de lutte contre les cancers révisé depuis décembre 2019
Elle était deuxième, mais elle a été révisée. Nous avons des directives et normes de prévention du cancer du col de l'utérus. Et nous sommes même en avance en termes d'engagement de nos dirigeants jusqu'au plus haut lieu. Alors, notre président du FASO est champion de vaccination. Et champion vaccination. Oui. Nous n'avons pas la vaccination. Donc, être champion déjà, ça veut dire que c'est la manifestation de la volonté de faire. Et donc, je pense que c'est déjà quelque chose et que sûrement que nous sommes en voie. Et comme le professeur l'a annoncé ici, il y a beaucoup d'acquis en perspective, peut-être avant fin 2020, on le souhaite. Et au-delà, il y a, par exemple, les questions de financement. On a vu aussi que les autorités se sont positionnées pour vraiment augmenter, comme ils le disent, les financements pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus et la lutte contre les cancers de façon globale. Et je pense que ce sont des signes et des éléments qui nous permettent de dire qu'on avance, même si on n'avance pas comme les autres. Je vous disais tantôt, la Côte d'Ivoire nous a dévancés pendant qu'on avait commencé le plaidoyer avec les différents axes parmi lesquels nous demandions la vaccination pour les 9 à 13 ans. Moi, personnellement, pas personnellement, je parle du groupe en fait, on était étonnés de voir que la Côte d'Ivoire nous dévance, alors qu'en termes d'élaboration des politiques, de stratégie, de cadre de dialogue sur le plan national, régional et même international, on était au devant de la scène des discours pour relever la plus-value de cette vaccination-là. Donc, je ne dirais pas qu'on est derrière, mais quand même, on devrait accélérer les promesses. Et du point de vue de notre champion de la vaccination, je pense qu'il faut que cette promesse soit accélérée. Et en Nairobi, en fin d'année 2019, avec au devant de la scène le ministre des Finances et Madame la ministre de la Santé, il y a des engagements qui ont été pris. Et si vous faites lecture des 12 engagements que le Burkina a pris à Nairobi en fin d'année, parce que c'est hors du Burkina, mais c'était une grande messe de toute la communauté africaine et internationale, où chaque pays a encore ressorti les engagements sur la question des droits en santé sexuelle et reproductive, y compris la problématique du cancer du col de l'utérus. Et le ministre des Finances a pris aussi cet engagement au niveau du gouvernement qu'il y aura une augmentation du budget alloué pour la lutte contre le cancer. Donc, tout cela me fait dire qu'on est en avance, mais il ne faut pas que ça reste des promesses. D'accord. Il ne faut pas que ça reste des promesses sur papier. Voilà. Et je vais profiter parce que, comme le professeur l'a dit, la session des lois au niveau de l'Assemblée, vous savez que c'est la période, la session des lois, et les lois de finances sont votées aussi à ces périodes-là. Et c'est un clin d'œil qu'on fait à nos parlementaires. Il y a beaucoup de femmes parlementaires engagées pour la santé des femmes, qui sont dans des réseaux parlementaires, qui sont dans des commissions parlementaires, et certaines commissions comme la commission santé et tout, qui sont leadées, en tout cas par les femmes. Je pense que nous avons eu toutes les preuves ici que le cancer du col de l'utérus tue des femmes alors que ça ne devrait pas être. Même avec notre niveau de développement, oui, on ne devrait pas en être là. Et comme on l'a dit, la question de la stratégie de communication, c'est très important. Absolument. On ne peut pas avoir des plans stratégiques qui ne sont pas assortis de plans de communication. Et souvent, quand nous suivons au niveau de Médecins du Monde les discours et les récits de vie des gens en communauté, nous voyons, et dernièrement, la Fondation Kimi qui a eu une conférence, et je vous dis, même des femmes au niveau urbain nous disent « on ne savait pas ça ». Oui. Alors donc, il y a vraiment un défi. Et la communication, ce n'est pas seulement les OSC qui doivent le faire. Je pense qu'au niveau gouvernemental, ils doivent vraiment, au lieu qu'on passe le temps dans les télévisions, comme vos télévisions, à montrer des films ou certaines choses, je pense qu'il faut mettre... de la pique, hein. Oui, bien sûr. Il faut communiquer pour que les femmes puissent avoir l'information, parce qu'on a eu la preuve que quand la femme a l'information, elle essaie, bien sûr, on essaie de la mettre en confiance,
elle va pour son dépistage. Et ce n'est que par ce dépistage-là que nous pouvons sauver beaucoup de femmes. D'accord. En tout cas, on note que vous jouez votre partition brillamment avec ce projet que vous menez avec les associations qui vous accompagnent dans ce sens-là. Ça sonnait comme une conclusion, mais je vais revenir vers vous pour la conclusion. Mais avant, c'est vrai qu'il y a une question qui est restée en suspens. On a parlé donc de la vaccination, on a dit de 9 à 13 ans. Alors, pourquoi de 9 à 13 ans? Eh bien, parce qu'on estime que durant cette tranche-là, la probabilité d'avoir déjà eu des rapports sexuels est faible. Puisque lorsque vous êtes déjà sexuellement actif, la probabilité que vous n'ayez pas eu contact avec le virus HPV est extrêmement faible. Et si vous êtes déjà en contact avec le virus, le vaccin n'aura plus d'intérêt. Et donc, c'est pour cela qu'on cible cette tranche de la population, 9 à 13 ans, déjà pour cela. D'accord. Voilà. Plus tôt, ce n'est pas intéressant parce que le système immunitaire de la personne se met en place et ça intervient déjà avec d'autres programmes vaccinaux. D'accord. Et il n'y a pas d'intérêt à le faire plus tôt puisque, en dehors des enfants qui sont violés, il n'y a pas une tendance à une activité sexuelle. Et donc, 9 et 13 ans, c'est quand même une bonne période. Et maintenant, pour diverses raisons, les pays peuvent choisir 10 ans, 11 ans ou 12 pour justement souvent arrimer à un programme vaccinal afin de saisir l'opportunité pour vacciner. D'accord. Alors, on va peut-être aller vers la conclusion de l'émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données, mais en 1 minute, voilà, chacun, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? Je vais commencer avec Madame Zoma. En 1 minute, adressez-vous donc à tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Ok, merci. Et nous allons inviter nos sœurs, nos mamans à se rendre dans les services de santé pour effectuer le dépistage de HPV. Puisque nous avons remarqué que de nos jours, le cancer du col de l'utérus est devenu la première cause de mortalité chez la femme. Et qu'à travers les sensibilisations que les OSC et autres arrivent à faire sur le terrain, si nous, en tant que femmes, nous pouvons banaliser cela et se rendre dans les services de santé pour faire le dépistage, je pense que nous allons vraiment pouvoir stopper un peu cette maladie qui fait actuellement des ravages. Formidable. Vous rentrez pile poil dans la minute qui vous était accordée. Alors, Monsieur Belem, 1 minute. Moi, je voudrais tout simplement dire qu'aucune femme au Burkina Faso ne mérite de mourir encore du cancer du col de l'utérus. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Bien, vous avez un peu de temps que vous avez ajouté à professeur. Professeur Charlemagne, nous vous écoutons. Alors, merci. Déjà, je tiens à féliciter le gouvernement pour la stratégie de lutte contre le cancer du col de l'utérus qui a été entamée depuis 2016. J'exhorte le gouvernement à faire un peu plus et à faire plus de communication pour que l'offre soit consommée par les bénéficiaires. Je voudrais également dire aux femmes que parmi les cancers féminins, le cancer du col est celui qu'on peut prévenir et jurer qu'on ne l'aura jamais si on s'engage dans un dépistage. Et s'il est diagnostiqué tôt, on peut guérir. Donc ensemble, consommons l'offre de santé qui est offerte par le gouvernement, à savoir le dépistage du cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup. Alors, Madame Tombiano. Alors, merci. Je pense que tout est déjà dit. Ce qui me reste, c'est dire merci à tous nos partenaires et au nom du coordinateur général de Médecins du Monde France, M. Sissoko Fatamba, et renouveler encore au système de santé notre appui continu, de pouvoir les aider à ce qu'aucune femme ne meure de cancer encore au Burkina, avec toute leur bonne volonté aussi de nous écouter et d'écouter nos priorités de plaidoyer. Et comme le professeur l'a dit, c'est possible que l'État agisse et nous avons foi en eux, nous avons foi à tous les champions, y compris le premier champion pour la santé des femmes et des filles au Burkina Faso. Voilà. Merci.
Merci beaucoup à vous, merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, chers amis téléspectateurs qui nous avez suivis. 1h30 durant, nous avons parlé de ce cancer, qui est un mal qui fait des ravages au Burkina et partout dans le monde. Mais ensemble, nous avons vu donc qu'il y a des solutions, notamment cela passe par la vaccination. Alors, on espère que ce plaidoyer est entendu en haut lieu. C'est sur ce vœu qu'on va se dire au revoir et à très bientôt. Ciao, bye bye.